Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un moment absolument clé de l'histoire japonaise, la bataille d'Okeazama. Essayons de visualiser un peu. On est le 19 mai 1560. D'un côté, le puissant Imagawa Yoshimoto, avec une armée impressionnante, 25 000 hommes, et de l'autre, Oda Nobunaga, un seigneur encore assez modeste à l'époque. Il a quoi? À peine 3 000 soldats. Le déséquilibre est frappant. Tout le monde s'attendait à ce qu'Oda soit écrasé. C'est vrai que présenté comme ça semble perdu d'avance. Comment est-ce possible que Nobunaga ait pu ne serait-ce qu'imaginer une victoire? Qu'est-ce qu'il avait en tête face à ce géant? Quelle était sa stratégie? Alors, la journée commence très tôt, mais d'abord pour le camp Imagawa. Dès 3 heures du matin, comme on pouvait s'y attendre, ils lancent l'assaut. Ils attaquent les forts d'Oda, notamment celui d'Odaka. Yoshimoto, lui, il supervise depuis un autre château, Kutsukake. D'accord. Une offensive classique donc et back. Oui, mais cette avancée, même s'il est puissante, elle a un effet secondaire. Elle disperse un peu ses forces. Sur les 25 000, on estime qu'il y en avait peut-être 10 000 à l'assaut direct, 10 000 en soutien, et seulement 5 000 qui restaient vraiment autour de Yoshimoto. Et Nobunaga, pendant ce temps, face à cette démonstration de force, comment il réagit? C'était quoi son idée audacieuse? Eh bien, le pari de Nobunaga, c'est radical. Et pour l'époque, c'est incroyablement risqué. Il décide d'ignorer en quelque sorte les attaques sur ses forts pour viser directement la tête. Le général adverse, Yoshimoto. Ah oui, carrément. Carrément, à 4 heures du matin, il quitte son château de Kyuzu. Avec très peu d'hommes au départ. Il demande au reste de ses troupes de le rejoindre, mais discrètement. Il se regroupe vers 8 heures au sanctuaire Atsuta. Là, il atteint péniblement ses 3000 hommes. Il prie les dieux et il envoie des éclaireurs. Il faut localiser Yoshimoto précisément. On parle aussi d'une manœuvre de diversion, c'est ça? Une sorte de sacrifice? C'est exact. Pour isoler encore plus sa cible, il détache environ 300 hommes. Leur mission? Créer une diversion. C'est très dangereux. D'ailleurs, plus de 50 cavaliers y laissent leur vie. Ah oui, quand même. Mais ça fonctionne. Cette manœuvre attire une partie des forces d'Imagawa loin de Yoshimoto. Il devient plus vulnérable. Ça montre bien la détermination implacable de Nobunaga. Et Yoshimoto pendant ce temps? Il était si confiant que ça? Oui, tout à fait. Persuadé que la victoire est proche, il avance en territoire Oda, il prend même 2 forts. Vers midi, il installe son camp principal dans une gorge, un endroit appelé Okarazama. Et là, l'ambiance est à la fête. On célèbre déjà la victoire avant l'heure, avec du saké. Un excès de confiance, peut-être? Probablement. Et c'est à ce moment crucial qu'un informateur arrive à prévenir Nobunaga. Il lui donne la position exacte de Yoshimoto et il mentionne cette ambiance de fête, ce relâchement. Et c'est là que les éléments naturels, la météo, vont jouer un rôle. Et la ruse aussi. Précisément. Le ciel s'assombrit d'un coup. Et une pluie, mais une pluie diluvienne, s'abat sur toute la région. La visibilité devient très faible, quasi nulle. Les soldats d'Imagawa surpris se dispersent un peu pour s'abriter. Leur vigilance baisse. Une aubaine pour Nobunaga? Une opportunité inespérée. Et il l'exploite à fond. Il utilise aussi la ruse. Il fait planter plein de bannières, de drapeaux, près d'un autre fort, Zenshōji. Le but, c'est de faire croire à Yoshimoto que le gros de l'armée d'Oda est là-bas, loin d'Okeazama. Il le trompe sur sa position réelle. Malin. Et l'attaque finale alors? Cet assaut surprise, comment ça s'est passé? Nobunaga attend juste la fin de l'averse. Et là, profitant du chaos, de la mauvaise visibilité, il lance l'attaque. Le fameux cri « Isa Shuchujin ». En avant. Ces 3000 hommes, hyper motivés, surgissent et fondent sur le camp d'Imagawa, qui est totalement pris au dépourvu. Ça a dû être la panique totale chez Imagawa. Exactement. La confusion est totale. Les troupes d'Oda, elles, ont un seul but, répété par Nobunaga. La cible, c'est la tête de Yoshimoto. Ils sont focalisés là-dessus. Et ça a marché. La chute du grand général, jusqu'à Yoshimoto, et le tue. Le cri de victoire retentit. Imagawa Yoshimoto, tu es vaincu. C'est un choc immense. Quelles conséquences immédiates? Énorme. La mort de ce daimyo si puissant provoque l'effondrement de son armée et le déclin très rapide de son clan. Pour Nobunaga, c'est une victoire éclatante. Ça le propulse sur le devant de la scène nationale. Le petit seigneur d'Owari commence son incroyable ascension. Et sur le champ de bataille, il y a ce trophée symbolique. Nobunaga récupère quelque chose de très spécial, le sabre personnel d'Imagawa Yoshimoto. Une lame magnifique, connue sous le nom de Yoshimoto Samonji. Et ce sabre va avoir une importance particulière pour lui.
Ah oui, ce sabre a donc une histoire qui continue après la bataille. Tout à fait. Il devient un symbole très fort de cette victoire improbable. Nobunaga va même faire graver quelque chose dessus. Sur la soie, la partie métallique sous la poignée, il fait graver son propre nom, Oda Owari no Kami, Nobunaga, et la date de la victoire. Il précise, le sable de Yoshimoto, marqué lors de sa défaite, 19 mai, année 3 des Hiroku. C'est d'ailleurs le seul sabre qu'il est marqué comme ça, personnellement. Fascinant. Et après Nobunaga? Après lui, le sabre passe à Toyotomi Hideyoshi, puis à Tokugawa Ieyasu, les deux autres grands unificateurs du Japon. Une transmission assez symbolique. Et aujourd'hui, ce témoin exceptionnel de l'histoire, on peut le voir. Il est conservé précieusement au sanctuaire Kenkun, à Kyoto. Il est classé bien culturel important. Donc Okazama, ça reste vraiment un exemple incroyable d'audace tactique, d'utilisation intelligente du terrain, de la météo, et cette capacité à renverser une situation qui semblait totalement désespérée. C'est un tournant majeur. Absolument. Et l'histoire de ce sabre, le Yoshimoto Samonji, qui a traversé les siècles, nous rappelle à quel point un seul événement, une seule bataille, peut changer le destin. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à cette période et qui auraient l'occasion de visiter le Japon, un petit passage par le sanctuaire Kenkun à Kyoto, ça permettrait de se connecter de manière très tangible à ce moment fondateur de l'histoire japonaise. Une pièce unique à découvrir.